Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Mesdames, bonjour. Et donc, on se pose une question, métier mal connu, sage-femme. Qu'est-ce que le métier de sage-femme? D'où cela vient-il? Sage, femme, le terme déjà, c'est une personne qui est sage. Camille? Oui, alors au départ, sage, ça vient plutôt de la connaissance. Donc en fait, au départ, Sagesse. on est, sagesse, on est détentrice de la connaissance des femmes. Voilà, donc c'est vraiment ça. Pour essayer de résumer, entre guillemets, voilà, donc sage-femme, on nous connaît. Hein, la sage-femme, c'est celle qui fait naître le bébé, un petit peu rose layette, changer les couches. Alors Mais avant, ça, initialement, c'était une profession qui, initialement, c'était les bonnes sœurs. C'était... Oui. Qui s'en Absolument. occupaient. Si on fait un petit peu l'historique. Au départ, c'était les bonnes sœurs qui étaient dévouées corps et âme, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aux patientes. On continue à être dévoué corps et âme à nos patientes, mais maintenant, on a aussi une vie à côté. On peut être maman, on n'est plus forcément des religieuses et on assure néanmoins la surveillance, le Mais suivi vous de nos assurez patientes. religieusement votre activité, votre fonction, Avec qui est une vocation. avec dévotion. vigueur, avec dévotion, avec tout ce qu'on veut. Et il faut énormément d'énergie parce que c'est un métier qui est particulièrement complet et enrichissant. Après, c'est un métier au contact des gens. C'est un métier qui peut être éreintant physiquement et qui peut aussi être très, très difficile psychologiquement. Avec des horaires pas évidents non plus. Oh, bah voilà, les horaires, on travaille en garde à l'hôpital, notamment on travaille en garde de 12 heures. Il y a encore quelques maternités dans lesquelles les gardes, c'est des gardes de 24 heures. Voilà, ensuite on est pour ma part dans la fonction publique hospitalière, donc avec du 35 heures. Mais Qu'est-ce qui vous a dit, qu'est-ce qui vous a fait prendre cette orientation, devenir sage-femme? Alors, pour ma part, j'ai toujours voulu soigner. Je voulais être au départ médecin sans frontières. Donc après, mes frontières, elles se sont un peu rétrécies quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment trop peur des insectes. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc que moi, je suis d'avant une sage-femme qui a été formée avant l'an 2000 et la première réforme des études de sage-femme. Vous avez vécu ça. Alors, comment ça se passait à l'époque, justement? Alors, à l'époque, on faisait sage-femme sur un concours. On était... moi, j'ai passé mon concours à Lille. On était 450 pour une quarantaine de places. C'était un concours. Il n'y avait pas besoin de passer par la première année d'études de santé comme c'est le cas à l'heure actuelle. Oui. Et ensuite, on faisait donc 4 années d'études en étant à la fois en stage et en cours. On pouvait travailler la nuit et aller en cours le lendemain matin ou y être allé l'après-midi, la veille. Ce sont des études qui sont prenantes. Hein. C'est vrai que c'est pas facile, il faut s'accrocher, mais en même temps, ça fait que... Y a-t-il un numerus clausus chez les sages-femmes? Oui, il y a un numerus clausus. On a 2 écoles, donc il y en a une à Nancy, une à Metz. Oui. Pour l'école de Nancy, il y a 30 places, et pour l'école de Metz, il y a 29 places. Donc 59 places sur toute la Lorraine. Donc il y a un concours à la base? Comment ça se passe? C'est exactement... c'est la première année des études de santé, qui regroupe médecine, dentaire, pharmacie, ergothérapie, kinésithérapie. Maintenant, il y a aussi psychomotricien et manip radio sur Nancy. Et dentaire, j'ai oublié dentaire, je crois. Oui, aussi. Et sage-femme, bien sûr. Donc, voilà, mais on donc, n'imagine pas parce qu'on s'imagine voilà. toujours la sage-femme, c'est lié l'accouchement, la sage-femme, l'accouchement, point barre. Voilà, donc non, on passe par une première année commune aux études de santé. D'accord. Donc voilà. Et le concours déjà, c'est quel critère le concours? Le concours. Les maths, alors le premier semestre, le français, c'est la vraiment... géographie, l'histoire. Le premier semestre, c'est vraiment des matières scientifiques, donc c'est physique, maths, biologie moléculaire, biologie cellulaire. C'est vraiment du général. Et ensuite, il y a un deuxième semestre où là, on est un peu séparés en filières, donc en fonction des personnes qui veulent passer les différents concours. Et là, il y a bien sûr un tronc commun avec de l'anatomie générale et la science humaine et sociale. J'étais diplômée en juin de cette année. Oui. Moi, j'étais justement entre ces 2 réformes. J'ai fait partie du tronc commun avec la première année des études en médecine et non pas en santé. C'était une première année qui était basée sur du général. Et on était sur le même concours, effectivement, que les étudiants en médecine et en dentaire. Étaient à part sur un concours avec une UE en plus, en fait, les kinés et les ergos. On était encore séparés des pharmaciens. Arrivé en sage-femme, c'était 4 ans d'études après la première année des études médicales. Donc 5 années en fait. 5 années en tout. Sur ces 4 ans, on était très vite mis dans le bain avec énormément d'heures de stage
La première année, ça doit être quelque chose, enfin, quand moi je l'ai vécu, ça devait être quelque chose comme 15 semaines de cours et plus de 20 semaines de stage. D'accord. Voilà. On a tout de suite été mis très en avant dans les études et on apprend énormément au contact de nos futurs collègues, en fait, et des sages-femmes avec qui on a l'opportunité de travailler, quels que soient les secteurs. On connaît très peu quand même le métier de la sage-femme en libéral. Vous pouvez nous en parler un petit peu, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous mettre en libéral, par exemple? Votre Oui, parcours. tout à fait. Parlez-nous Alors, de votre parcours. Moi, j'ai fait partie de la réforme. En fait, je suis une des diplômées de la première promo qui a fait le concours commun avec les étudiants en médecine et en dentaire. D'accord. Donc, j'ai aussi fait 5 années. J'ai appris beaucoup de choses sur les compétences de la sage-femme, sur notre champ d'activité. Et j'ai démarré ma carrière en clinique. Je me suis donc en privé, installée. c'est Voilà, ça? tout à fait. Je me suis installée. Salarié privé? Salarié du privé. Je me D'accord. suis installée en libéral, en fait, pour pouvoir exercer dans le cadre de toutes mes compétences, puisque c'est vrai qu'en milieu hospitalier, en général, on tourne dans des services, mais on a des tâches assez récurrentes. On fait rarement tout ce qu'une sage-femme peut faire dans une même journée, voire dans une même année. Et dans le privé, encore moins, puisque les médecins ont une grande part de l'activité. Est-ce qu'il y a des hommes sages-femmes? Oui, ça existe, de plus en plus. Ah! Et comment ça se passe? Donc le parcours, je veux dire, est le même, mais je pense que ça doit être un handicap pour un homme, ça doit être moins évident que par rapport à une femme, notamment avec la relation avec la patiente. Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a la relation, certes, avec la patiente, mais il y a aussi le papa qui est là. Oui. Et le papa, lui, il est bien rassuré. En général, ça lui fait un peu de compagnie masculine dans un monde quand même globalement plus féminin. Oui. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que c'est depuis 1982 que les hommes sont sages-femmes. Donc, il y en a de plus en plus. La proportion à l'heure actuelle, il me semble que c'est 2%. Je ne suis pas sûre à 100%, mais c'est à peu près ça. J'ai envie de dire, on les adore, nos collègues hommes. Les hommes sages-femmes partent du principe qu'eux ne connaîtront jamais physiquement, au niveau viscéral, ce que c'est un accouchement. Donc j'ai envie de dire qu'ils sont probablement encore plus patients, ou en tout cas, ils s'imaginent vraiment... J'ai envie de dire, ils sont super, nos hommes sages-femmes. Heureusement qu'ils sont là. Voilà. Heureusement qu'ils sont là. On vous salue, les garçons. Voilà, on les salue. Comme et ça, puis, comme tel, hein. ils ont des grosses patients voix. les adorent. Hein. J'ai pas envie de dire qu'ils vont mieux le faire. J'ai envie de dire qu'on le fait tous le mieux possible. Oui. Donc il y a certaines patientes qui se refusent complètement. Qui se refusent. Oui, effectivement, avec les collègues hommes, eux peuvent et éventuellement venir nous voir. Voilà, une patiente vient d'arriver et puis le collègue qui était parti l'accueillir dit bon bah non, la dame avec un homme ça va pas passer. Donc on essaie d'être compréhensif. Après on reste dans des secteurs de soins hospitaliers. Parfois, les équipes sont purement masculines. Et puis, bizarrement, la patiente qui ne veut pas voir d'homme, quand l'anesthésiste est un homme et qu'elle réclame une péridurale, là, ça pose plus de problème que l'homme rentre dans la pièce. Ah oui. Mais je dirais que les hommes sages-femmes composent avec ça. Et après, on a chacune nos moyens. Voilà, notre travail, c'est d'accompagner les patientes au mieux, de les cadrer au mieux. C'est pas en leur criant dessus de toute façon qu'on obtient quoi que ce soit. Donc, j'ai pas la sensation qu'ils aient plus de facilité pour nous. Ça doit être plus difficile. On est des femmes, travailler dans un monde qui est en grande partie féminin, c'est pas évident. Là, j'ai envie de penser aux femmes qui travaillent chez les sapeurs-pompiers. Oui. Voilà, c'est une proportion inversée, mais c'est une proportion inversée. on est complémentaires. Complémentaires. Alors justement, il y a eu une évolution des choses. Là, vous avez peut-être pu vous en rendre compte, Virginie et Lucie, au cours des années, il y a eu une évolution. Sur ma première, deuxième année, on avait beaucoup moins de stages parce qu'on avait beaucoup plus de théorie. Les 2 premières années, on travaillait essentiellement la physiologie. Donc il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup de théorie. Et du coup, on a eu beaucoup moins de stages. Donc forcément, on était vraiment moins dans le milieu professionnel. Mais là, sur la 3e, 4e année, on a beaucoup plus de stages que de cours. Donc là, on va vraiment rentrer dans ce milieu bien. Et l'année prochaine, on est la première année à avoir un stage de 6 mois. Donc on appelle ça le stage interné. Donc on sera 6 mois en immersion dans un hôpital. On ne sait pas encore quel niveau de maternité, mais voilà. Ouais. Mais alors, donc, si je comprends bien en vous écoutant, c'est que au fur et à mesure de l'évolution du temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est devenu une reconnaissance de ses compétences, une évolution aussi de la formation, et au cours du temps, c'est devenu une spécialité. Je me trompe ou pas? La reconnaissance, justement, c'est ce qu'on réclame. On trouve qu'on ne l'a pas, la reconnaissance, parce qu'effectivement, on est
On est désormais à un niveau bac plus 5. Et, Ouais. Et avant, c'était bac plus. au départ, c'était bac plus 3 Bac pour plus certaines 3. des collègues Ouais, c'est avec ça. lesquels on travaille encore à l'heure Ouais. actuelle, puis Pour bac bien plus se faire. 4, bac plus 5 en passant Ouais. par un PCEM1, la première année des études de médecine, Ouais. désormais bac plus 5 en passant par la PASS, Ouais. CES, qui est la première année commune aux études de santé. Donc il y a une évolution constante. J'ai envie de dire que de toute façon, on est entre guillemets les spécialistes de la grossesse physiologique, de la grossesse normale et de la femme qui va bien. Voilà, notre travail, c'est... donc, on a... au final, la formation reste la même, le but est le même. On a effectivement des compétences étendues puisque depuis plusieurs années maintenant, les sages-femmes s'occupent aussi du suivi gynécologique de prévention. C'est-à-dire que pour celles qui ne vont pas chez le gynécologue ou qui ne vont plus chez le gynécologue, il faut savoir qu'on peut aller directement chez une sage-femme qui fera elle aussi les frottis de dépistage, l'examen des seins, qui aura probablement plus le temps pour apprendre aux patientes à faire un auto-examen des seins. À l'heure actuelle, ça commence tout doucement à se savoir, mais c'est parce que les patientes qu'on a accouchées, que les sages-femmes libérales suivent pendant la grossesse Il y a et tout un puis travail de après au postpartum. communication, de formation, d'information qui se fait. En gros, c'est les récentes mamans qui envoient leurs sœurs, leurs tantes, leurs cousines voir une sage-femme. Environ 60% des grossesses en France sont très mal suivies ou pas du tout suivies. Et oui, c'est C'est quand même quelque chose d'inquiétant. Hein. C'est Donc, inquiétant, on ça s'en doit rend interpeller compte. les esprits. Alors moi, j'ai un chiffre. On est passé du 8 ou 9e rang mondial Oui. au 20e rang mondial sur le plan de la mortalité périnatale. C'est pas forcément que on fait pire qu'avant, c'est surtout que les autres pays ont réussi à se donner les moyens d'améliorer le suivi des grossesses et Oui. d'améliorer la santé des femmes en général, et qu'en France, on est, malgré une formation de pointe, puisque les sages-femmes françaises ont une formation qui est très complète, on est sous-utilisé, et puis on reste avec malheureusement énormément de personnes, de patientes qui ne voient jamais un gynéco dans leur existence. On a des taux d'interruption volontaire de grossesse dans l'année qui suit une naissance qui reste stable. On n'arrive toujours pas à les faire diminuer. Il faut informer les jeunes et puis que chacun puisse trouver quelqu'un qui pourra lui donner les conseils adaptés à sa propre personne sur le plan de la contraception à n'importe quel moment. Je pense qu'il y a quelque part un petit problème à ce niveau, dans le sens où on a des compétences partagées et on n'a pas forcément les mêmes rémunérations pour les mêmes actes. Et je peux comprendre qu'un médecin qui fait 10 ans d'études n'ait pas envie que la sage-femme, qui n'en a fait que 5, ait exactement la même rémunération pour le même geste. Là où ça pêche, c'est que le médecin, il est censé s'occuper au départ, son cœur de métier, du soin, c'est-à-dire de traiter la pathologie. Oui. Alors que la sage-femme, son champ de compétence, c'est la normalité, la prévention, la grossesse qui va bien. On ne va pas forcément y passer le même temps, mais on va se partager un petit peu les patients. Quelles sont ces revendications ? On a 3 voire 4 principales revendications. La première, donc, c'est sage-femme premier recours. Autrement dit, informer. Il faut savoir qu'une jeune fille de 16 ans qui veut une contraception peut aller directement chez une sage-femme. Elle sera remboursée par la sécurité sociale. Oui. Une femme de 25 ans qui est enceinte ou qui pense l'être peut aller voir la sage-femme qui lui prescrira éventuellement un test de grossesse sanguin, qui fera la déclaration de grossesse, qui la suivra, qui pourra assurer les échographies, puisque les sages-femmes font aussi des échographies, pourra la suivre durant toute la grossesse. À l'accouchement, ce sera une sage-femme. Si tout se passe bien, c'est ce qu'on préfère tous, les médecins et les sages-femmes. Quand on peut régler ça uniquement entre sages-femmes, ça veut dire que tout se passe bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Cette patiente qui a accouché pour sa consultation postnatale 6 à 8 semaines après l'accouchement peut aller voir une sage-femme qui lui prescrira, si elle le souhaite, la contraception la plus adaptée, et elle pourra continuer son suivi gynécologique. Alors, la deuxième. On va citer les 3 autres rapidement. La deuxième, c'est le statut de personnel médical hospitalier. Ça veut dire qu'à l'hôpital, à l'heure actuelle, il y a plusieurs titres, plusieurs catégories. Et donc, les sages-femmes sont à l'heure actuelle dans le titre 4 de la fonction publique hospitalière. Alors, on va citer pour nos auditrices et nos éditeurs, pour les situer un petit peu, donc les quatre principaux titres, on va dire. Sage-femme premier recours, sage-femme profession médicale à l'hôpital, universitarisation des études et revalorisation salariale. D'accord. Voilà. C'est pas l'argent qui nous motive au départ. Après, il faut quand même savoir maintenant que moi, je veux bien qu'on me cite une autre profession qui fait un bac plus 5 et qui commence, pour certaines, à 1 460 € par mois.
1460 €. Absolument. D'accord. Faut Et savoir en fin de carrière En fin de carrière, 2500 €, c'est bien. Ça peut être du C'est 2800 brut pour des sages-femmes cadres sup. Bah oui, brut. ouais. Ah oui, Eh oui, brut. Et toutes les contraintes. Ah, Et évidemment. aussi toutes les responsabilités. Aux yeux du grand public, nous sommes Ouais. des infirmières spécialisées dans l'accouchement, ce qui n'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup mes consoeurs infirmières, mais nous n'avons pas du tout le même métier. En général, elles soignent, comme les médecins, sous l'ordre d'un médecin. La sage-femme, elle est indépendante, elle a une profession médicale au titre du Code de la santé publique. Et là, on est bien dans le cœur du métier de la sage-femme, c'est de pratiquer la prévention et la physiologie dans la grossesse Alors et c'est la là qu'il gynéco. y a un paradoxe, c'est-à-dire que dans le Code de la santé publique, vous êtes reconnu comme une profession, je vais dire, Virginie, une profession à part entière, mais par contre, au niveau des administrations, vous êtes des paramédicaux. Voilà, C'est c'est ça ça. Tout à fait. Et on voit le cas quand on est en libéral et qu'on pratique l'intégralité de ce qu'on peut faire, et notamment les accouchements en plateau technique, par exemple. On se rend compte qu'on doit prendre des assurances qui coûtent très très cher, que les sages-femmes libérales, au vu de leur rémunération... Très cher. Alors ça veut dire pour un ordre d'idée. Aux alentours de 20 000 € par an, 20 000 € par an. Ouais. Ah oui, effectivement. voire plus. Eh oui. Et les sages-femmes libérales ne peuvent absolument pas se permettre Ouais. de souscrire une assurance comme ça pour accompagner leurs patientes. Donc dans ce cas-là, en cadre salarié, c'est l'établissement qui a prend en des charge. en charge, voilà, d'accord. Qui n'empêche pas, s'il y a un pépin, vous en avez l'intégralité responsabilité. Tout à fait. Ça vous retombe sur les pattes. Ah, bien comme sûr. dit, On a une profession qui est médicale, qui est bien reconnue comme médicale quand on a des soucis, notamment aux tribunaux. Ouais. Là, il n'y a pas de souci. On nous dit bien qu'on est une profession médicale. Par contre, en hospitalier et les directeurs Vous êtes des considéré hôpitaux ou paramédicaux. autres sont considérés. Voilà, tout à fait. Alice, là, par rapport à la profession, vous aujourd'hui, vous êtes sage-femme libérale comme Camille. Alors justement, vous avez, je veux dire, vous devez payer des assurances. Comment que ça se passe? La vie de tous les jours. Alors, dans la vie de tous les jours, j'ai une assurance responsabilité civile professionnelle pour Oui. exercer dans mon cabinet Oui. les gestes courants de la sage-femme. Par contre, si je voulais m'assurer pour faire des actes d'échographie ou des accouchements, je devrais payer des primes d'assurance, effectivement, comme le disait Virginie, qui sont les mêmes quasiment Donc que c'est celles d'un médecin. rébarbatif, quoi, en fait. Oui, parce que on doit payer la même chose, parce qu'on fait exactement les mêmes gestes avec les mêmes risques, mais comme la rémunération ne suit pas, on n'a pas les moyens de s'assurer, donc on Ouais. est un peu limité dans nos champs de compétences. Donc aujourd'hui, ça fait partie aussi de revendications en disant attention, bah, là, essayez un petit peu que ça soit accessible à la profession, quoi. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, je rappelle, 60% des grossesses sont mal suivies ou pas du tout suivies, donc c'est catastrophique. Avec toute la fermeture de Débrouille-toi. petites maternités qui ont eu lieu depuis un certain temps, on va dire quelques années, il y a déjà eu des accidents, effectivement, parce que les patientes n'avaient plus d'établissement de soins pour aller accoucher à proximité. Elles ont dû faire quelquefois jusqu'à 1 heure de route pour aller accoucher dans une grande ville. Alors justement, pour l'accès aux soins, comment que ça se passe? Est-ce que c'est pris en charge à 100%? Ça, Oui, c'est une tout à chose... fait. Hein. Le suivi d'une sage-femme est pris en charge à 100% dans le cadre de l'assurance maternité et remboursé en partie par les mutuelles également, au même titre qu'un médecin qui serait conventionné, tout comme les sages-femmes, parce que nous sommes une profession qui est quasi intégralement conventionnée. Et d'un point de vue matériel, est-ce qu'aujourd'hui, moi je remarque une chose, c'est qu'on a tendance à fermer des centres hospitaliers, on ferme des maths, on réduit les temps d'hospitalisation, et justement, bah là aujourd'hui, la moyenne du temps d'hospitalisation, il est de combien à peu près? C'est 3 jours. C'est 3 3 jours. jours. 3 jours. Et donc, je m'aperçois une chose, c'est que vite, l'accouchement est fait. Tout de suite, on laisse la patiente avec le bébé le temps d'émerger un petit peu, si je peux dire, de se reprendre. On monte en chambre. Après, derrière, dès que ça va mieux, hop, c'est un peu ça, quoi. C'est le travail à la chaîne, quoi. Alors, c'est pas que ça va mieux. En fait, on les laisse sortir à 3 jours sous suivi libéral après. Donc, voilà, c'est le rôle de Virginie et Alice ici présentes. Quand elles sortent de l'hôpital à 3 jours, il y a une sage-femme qui vient les voir dans les 2 jours suivants. Donc, au D'accord. moins une fois.
D'accord. Donc voilà, il y a quand même un suivi Ou la après. patiente vient à l'hôpital, c'est ça aussi? Non, c'est du suivi à domicile. À domicile. C'est une visite qui à domicile. permet aussi de détecter, au niveau social aussi, d'avoir un suivi social derrière. Voilà, aussi. Donc ça permet aussi aux sages-femmes libérales de prévenir les sages-femmes territoriales s'il y a besoin d'un suivi social ou psychologique. On reparle des maisons de naissance. Oui. Et il y a un décret qui a été appliqué avec des zones ASC pour essayer justement cette ouverture de maisons de naissance en pleine autonomie avec des sages-femmes qui gèrent ces maisons de naissance en pleine compétence, donc sans l'autorité d'un médecin derrière. Voilà, C'est très justement, c'est important d'en parler. Justement, au contraire, moi je pense que c'est lié parce que derrière, ça permet d'avoir une reconnaissance aussi au niveau de la profession et puis au niveau des actes aussi. Oui, on verra ce que ça dit. Pour l'instant, le décret est passé. On va voir comment ça va être appliqué. On ne veut pas aller chipper la patientèle des collègues. On voudrait, au contraire, pouvoir remplir notre mission de prévention et on cible surtout celles qui, pour l'instant, sont peu ou mal suivies, le 60%. Qui permettrait de faire des économies substantielles au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie. Eh ben évidemment, parce que c'est vrai que les consultations de sages-femmes ont été revalorisées dernièrement. Donc maintenant, une consultation de suivi de grossesse, c'est 23 €, remboursée par la sécurité sociale. Une consultation de spécialiste, c'est 28 €. J'ai envie un petit peu de dire, voilà, c'est un peu comme vous toussez, vous n'allez pas voir le pneumologue, mais le médecin généraliste. Donc vous êtes enceinte, c'est pas forcément indispensable d'aller voir un gynécologue obstétricien. Vous pouvez aller voir une sage-femme. Qui permettrait de soulager leur activité aussi. Qui permettrait de soulager leur activité, qui leur permettrait de pouvoir faire ce pourquoi ils sont formés. Ils font quand même 12 ans d'études pour soigner les pathologies, pas juste pour prescrire des pilules. Donc c'est vrai que c'est un petit peu faire en sorte que plus de gens puissent être suivis correctement et que chacun se recentre un petit peu sur son activité et sa spécialité, puisque sage-femme, c'est une spécialité. Le souhait du coup donc des étudiants de toute la France et aussi des enseignantes, c'est de créer des instituts universitaires autonomes. Donc, que ce soit sous forme d'école universitaire ou d'UFR, comme un UFR de médecine, un UFR de sciences ou de STAPS. Voilà, ce serait de créer des UFR de maïeutique. Donc ça, c'est le but final de nos études et des étudiants, des enseignantes, c'est d'avoir vraiment des instituts universitaires autonomes. Donc voilà, ce qui permettrait aux étudiants d'accéder à un doctorat, déjà au master et puis au doctorat pour celles qui le veulent. Donc c'est un doctorat de recherche, c'est pas un doctorat comme on l'entend pour les dentistes ou alors les médecins. C'est un doctorat de recherche comme qui est donné par une thèse. Qui est déjà en place actuellement. Il y a déjà des alors voilà, c'est déjà en place. Alors c'est pas des doctorants en maïeutique, c'est des doctorants sur c'est de la santé publique, c'est aussi de la pharmacologie. Voilà, il n'y a pas encore de doctorat de sciences maïeutiques. Et c'est ce à quoi on veut aboutir. C'est un doctorat en sciences maïeutiques. Qui soit reconnu au même titre qu'un docteur, quoi. En fait, vous deveniez docteur. Voilà, mais ces sages-femmes qui passent des doctorats en santé publique sont docteurs. Oui. Mais pour le moment... Il n'y a pas de reconnaissance à ce niveau-là. La reconnaissance n'est pas celle que l'on voudrait. Il y a eu quelques pas en avant avec les administrations, notamment au niveau de la Sécu, pour essayer d'installer des sages-femmes dans des zones vraiment, vraiment désertiques en offre de soins. Mais c'est encore très peu connu. Il faut quand même se lancer. Et je pense qu'en sortant de l'école, c'est pas forcément évident. Puis je pense aussi peut-être qu'en étant en milieu hospitalier, en salarié, en ayant une activité, ça permet d'acquérir des compétences, de prendre un petit peu ses marques pour se lancer en libéral. Tout à fait. Est-ce que c'est une activité, sage-femme libérale, qui aujourd'hui est assez connue? On n'est pas assez connu. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là à l'heure actuelle. Ah oui. Après, la femme fait son choix en tout état de cause et quand elle a les informations, elle peut choisir d'aller voir une sage-femme, un médecin, une sage-femme en libéral, une sage-femme en hospitalier, parce qu'il y a des consultes en hospitalier aussi. Enfin, voilà. Après, c'est une prise de conscience personnelle de la patiente. On nous promet une fois de plus des réunions de travail, des discussions, des blablabla. Et malheureusement, pour le moment, on n'a rien de concret. À l'heure actuelle,
vraiment ce dont on a besoin. A priori, l'histoire de sage-femme premier recours, dans les termes, en tout cas, on nous dit bon, ok, d'accord, ça vous l'aurez. On lâche un petit bout. Quoi. On lâche un petit bout. Néanmoins, il faut maintenant qu'une grande campagne de publicité se mette en place. Que, oui, certes, on va le dire aux gens, mais dites-le. Et puis après, on sera content de ce côté-là. Le gros souci qu'on a vraiment maintenant, c'est cette histoire de reconnaissance de statut de personnel médical hospitalier. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a une majorité de sages-femmes qui travaillent dans ce secteur hospitalier comme moi-même, et que c'est finalement sur le statut à l'hôpital, du statut médical à l'hôpital pourra découler le statut médical de la sage-femme. D'accord ? Tout part en gros de l'hôpital vers les libérales, vers les structures privées. Pour ce qui est de la reconnaissance médicale à l'hôpital, en tout cas, c'est comme ça. Ça va partir de l'hôpital et ça ira vers les libérales et les sages-femmes territoriales. Et, à l'inverse, tout ce qui est cotation sécurité sociale, il y a eu une réunion la semaine dernière avec Parce qu'il faut directeur. parler sous, c'est ça. Et là, ça blesse, je pense. Mais le souci, pour être globalement, voilà, une sage-femme, un accouchement sage-femme, il y a une cotation pour ça, c'est SF 112. Mais il n'y a pas de cotation pour une suture d'épisiotomie. C'est nous qui faisons l'épisiotomie, c'est nous qui la suturons. Il n'y a pas de possibilité à l'hôpital, en tout cas, d'associer une cotation sage-femme avec une péridurale. Ce qui fait qu'à l'hôpital, où se font donc la majorité des accouchements, tous les actes que nous, en tant que sage-femme, nous faisons, nous les cotons comme si c'était les médecins qui les avaient faits. C'est une espèce quand même de gigantesque fraude, parce qu'en théorie, on n'est pas censé, dans les textes, on n'a pas le droit de coter un acte qu'on n'a pas réalisé. Et nous, on est contraint de le faire au quotidien. Donc en fait, il y a des actes, est-ce que vous êtes en train de me dire, qui sont réalisés, je veux dire, sous la légide de l'administration, de la sécurité sociale, enfin, de ces organismes-là, d'accord, que ce sont des actes médicaux, c'est-à-dire normalement, initialement, par un médecin, et derrière, vous en assumez toutes les responsabilités, les risques en cas de pépin, et que derrière, c'est des actes qui devraient pas, qui sont payés malgré tout, et qui ne devraient pas l'être, c'est ça? C'est pas qu'ils ne devraient pas être payés. Comme vous dites, c'est des actes médicaux, donc réalisés par un médecin, par un dentiste ou par une sage-femme. Mais les cotations propres aux sages-femmes n'existent pas. Donc, on est quasiment invisible à l'hôpital, puisque je fais 2 accouchements, je cote mes 2 accouchements. Tout ça, ensuite, il est, entre guillemets, au niveau des relevés PMSI, c'est un petit peu compliqué, mais de ce qui se fait à l'hôpital, eux, ils vont dire, bon, bah voilà, cette année, il y a eu 3500 accouchements faits par les médecins. Mais 3500 accouchements faits par les médecins, en réalité, c'est peut-être 2500 faits par les sages-femmes et 1000 faits par les médecins. La proportion, voilà, j'en suis pas sûre, mais je veux dire, sur le plan national, sur 800 000 naissances, il y a quand même une gigantesque arnaque qui se passe, mine de rien. Par rapport à l'emploi, le côté pervers de cette affaire-là, c'est que pour le directeur de l'hôpital, il y a tant d'actes qui sont pratiqués par des médecins, donc je vais ouvrir tant de postes de médecins, et puisque mes sages-femmes ne me servent à rien, financièrement parlant et cotationnement parlant, pourquoi j'ouvrirais des postes? Je vais plutôt enfermer, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de budget, je les ai pas, j'essaye de faire au mieux. Voilà, en fait, c'est pas vraiment une fraude, c'est plutôt une mauvaise répartition, une mauvaise information qui pêche au niveau de l'emploi aussi. Et je pense que c'est aussi un sujet de société. On sent bien que les professions médicales, ils n'ont pas envie de lâcher le morceau non plus. Ils ont envie de garder un petit peu, apparemment, de ce que je peux comprendre. Mais justement, est-ce qu'on ne va pas arriver pour le même acte à 2 classifications? D'ailleurs, de reconnaissance, d'une façon valeur, d'une façon cote. Est-ce que si c'est un médecin qui pratique l'acte, ça va coûter tant, si c'est une sage-femme, coûter tant? Ou est-ce que c'est là, justement... Allez-y. C'est ce qui se passe. Allez-y, c'est ce qui dans mon idée, c'est ce qui se passe déjà au niveau des accouchements. Un accouchement fait par un médecin, donc admettons dans le privé, sera coté 3 fois plus cher qu'un accouchement fait par une sage-femme. C'est là que le bas blesse réellement, quoi. Voilà. À la base aussi. En fait, chez les sages-femmes, juste pour l'accouchement, il y a soit accouchement d'un bébé, soit accouchement de jumeaux. Voilà, c'est tout. C'est la seule différenciation qui peut exister. Il y en a un ou il y en a 2. Pour les médecins, il y en a un, c'est une dame qui accouche pour la première fois ou une deuxième fois. Le bébé arrive la tête en premier ou les fesses en premier. Et tout ça, ça amène des coûts différents. Donc, et nous, techniquement, on ne peut pas. Moi, sage-femme, si ce bébé se présente par le siège et que je fais l'accouchement, si je le cote, il ramènera 313 € à l'hôpital. Si je le cote au nom du médecin, ce sera 468 €.
Donc je veux dire, je ne suis pas stupide, on est tous dans la même dynamique. On travaille d'abord pour des établissements hospitaliers, enfin pour ma part, et pour la fonction publique hospitalière. Je vais quand même pas être... de toute façon, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Ce bébé, il est arrivé par le siège. Je cote un accouchement siège. Sauf que cette cotation-là, en théorie, moi, en tant que sage-femme, à l'heure actuelle, j'ai pas le droit de la noter. Donc on demande à ce que, qu'on puisse avoir des cotations et pour absolument tous les gestes qu'on peut être amené à faire. Et il y en a beaucoup. On nous amène des gestes supplémentaires et derrière ça, les cotations n'existent pas. Donc on est contraint de coter faussement parce que la cotation CCM sage-femme n'existe pas ou trop peu. Il y a des aides à l'installation qui sont proposées par la CPAM, mais je dirais que c'est encore très peu utilisé. Et le conseil régional, très peu utilisé, mais le conseil régional, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'offres d'emploi dans le salariat, que ce soit public ou privé. Les jeunes qui sortent de l'école sont plus ou moins obligés de s'installer en libéral. Mais ce n'est pas forcément leur choix de carrière. On aime bien, en sortant de l'école, justement se faire un petit peu la main dans des établissements. Donc il y a toujours par rapport à ça une petite réticence de la part des professionnels. Et comme on le disait, les démarches sont compliquées et lourdes et c'est très très difficile. Sincèrement, on a vraiment besoin de soutien. On n'est que 22 000 en France. On est toutes dans la même galère. On se retrouve avec des sous-effectifs à l'hôpital, des charges de travail terribles. Et à l'inverse, des sages-femmes libérales qui ne sont pas suffisamment connues pour pouvoir vivre de leur activité. Et voilà, avant on était cigogne, oui. Pigeon, non. Absolument. J'ai apprécié tout ça pour nos patientes. Je vous remercie et à très bientôt. Libre-échange, Sylvain Blondin.